Tu vois, moi, la semaine dernière, je t'ai dégoûté. Déjà, l'autre, il fait un retour. Faut que ça soit parfait, il oublie le micro, cet abruti. Et en plus, la blague en intro, elle n'est pas passée avec tout le monde. Du coup, tellement dégoûté, je suis parti au bar. J'ai commandé un 12 ans d'âge, mais j'ai demandé qu'on me mette qu'un doigt. Ah ouais, c'est marrant, moi, pareil. Ah bon, toi aussi, t'étais dégoûté, t'allais boire un verre? Non, non plus, non. Allez, générique. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos commentaires. Alors n'hésitez pas, posez vos questions dans la barre des commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bon, vu que je viens à peine de relancer la chaîne, j'ai eu très peu de commentaires me posant des questions. Donc on va rester sur la continuité de la dernière vidéo et on va continuer à voir comment fonctionnent les centrales nucléaires. Bon, aujourd'hui on va appréhender un nouveau concept qu'on appelle la réactivité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va devoir apprendre de nouvelles notions. Bon, la première notion qu'on va aborder, c'est la thermalisation des neutrons. C'est un mot qui peut paraître compliqué, mais ça veut juste dire le ralentissement des neutrons. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que suite à une fission nucléaire, il y avait une production de 2 à 3 neutrons en moyenne. Ces 2 à 3 neutrons sont expulsés à une très grande vitesse. On appelle ça des neutrons rapides. Les neutrons rapides vont pouvoir fissionner les noyaux d'uranium-235. Mais le problème, c'est que ça se fera en trop petite quantité. Si on va avoir une plus grande quantité de fission, on va être obligé de thermaliser les neutrons, de les ralentir. Ce qui va nous permettre d'avoir un assez grand nombre de fissions pour pouvoir contrôler la réaction en chaîne et pour pouvoir gérer notre réacteur sereinement. Il va donc falloir qu'on trouve un moyen de ralentir ces neutrons rapides. Pour ce faire, mettons-nous en situation. Observons le Michel dans son milieu naturel. Eh Michel, tu peux lancer le cochonnet sur la boule? C'est pas comme ça qu'on joue à la pétanque, hein. Bon, lorsque Michel lance son cochonnet, il va donner au cochonnet une certaine vitesse. Donc, une certaine énergie. C'est l'énergie cinétique. On en parlera peut-être dans une future vidéo. On voit bien que lorsque le cochonnet frappe la boule de pétanque, il part dans une direction différente, mais à quasiment la même vitesse. Il a été très peu ralenti. D'ailleurs, la boule de pétanque, elle ne bouge pas d'un millimètre. Il n'a donc pas fourni son énergie cinétique à la boule de pétanque. Eh cette fois-ci, tu peux faire un carreau s'il te plaît? Si tu réussis, t'auras le droit à une bouteille de Ricard. Ah, là on cause. D'accord. Donc là, on voit bien que le lancer de la boule de pétanque, ça n'a rien à voir avec le lancer de cochonnet. Effectivement, tout comme le cochonnet tout à l'heure, la boule de pétanque, lorsqu'elle est lancée, a une énergie cinétique. Lorsqu'elle percute l'autre boule de pétanque, on voit que l'énergie cinétique est transmise à l'autre boule de pétanque. Et oui, parce que la boule de pétanque qui était immobile se met à se déplacer, tandis que celle qui était en déplacement ralentit très fortement jusqu'à même être immobile. On voit bien que pour ralentir un élément, il faut qu'il y ait un choc avec un élément d'à peu près la même taille et de la même masse. Donc pour revenir à notre sujet, pour ralentir un neutron, il faudra qu'il y ait des chocs avec une autre particule d'à peu près la même masse et à peu près la même grandeur de taille. Vous me direz que, en fait, il faudrait qu'un neutron percute un ou plusieurs neutrons pour être ralenti au fur et à mesure. Sauf que ça va être compliqué. En effet, dans la nature, des neutrons qui se baladent tout seuls, c'est rare. Par contre, on connaît une particule qui a à peu près la même masse et à peu près le même volume. Il s'agit du proton. Ça me fait une belle jambe, vous allez me dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un proton seul, ça existe dans la nature. Si on prend le noyau d'hydrogène, eh bien, il n'est constitué que d'un seul proton. Donc si le neutron se balade dans un milieu hydrogéné, il va être ralenti par ces protons qui sont dans ce milieu. De quoi pourrait-on remplir la cuve de notre réacteur pour qu'il y ait assez d'hydrogène pour ralentir les neutrons et ainsi générer une réaction en chaîne contrôlable? Tu sais toi Jean-Claude? Non. Mais si tu sais, t'en as déjà parlé il y a quelques années. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et oui, c'est l'eau. L'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, H2O. Donc, en remplissant notre cuve de notre réacteur d'eau, on sait que nos neutrons vont percuter des noyaux d'hydrogène un peu partout et vont donc être ralentis afin de pouvoir fissionner des noyaux du sac et créer des nouvelles fissions qui vont créer des neutrons rapides qui vont être ralentis par l'hydrogène, etc., etc., etc. On utilise un mot pour qualifier l'eau dans nos réacteurs, on l'appelle le modérateur. L'eau, c'est pas un modérateur, c'est surtout avec modération. Ouais, c'est ça, ouais, avec modération dans le Ricard surtout.
Dans la précédente vidéo, je vous expliquais que, en effet, un neutron allait fissionner le noyau d'uranium-235, mais que derrière, on avait la création de 2 à 3 neutrons, mais que c'est pas ce qu'on veut, car on ne pouvait pas contrôler la réaction en chaîne. On veut un neutron qui crée une fission, et derrière, il nous reste un neutron qui créera une autre fission, etc., etc. Comment on arrive à contrôler ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Nous, on veut surtout savoir comment on le mesure. Et c'est là qu'on va commencer à expliquer l'outil qui va nous servir, à savoir l'évolution de la population neutronique au sein de notre réacteur. L'évolution du nombre de neutrons. Cet outil est appelé facteur de multiplication effectif, le KF. Donc en gros, pour faire simple, le KF, qu'est-ce que c'est? Le KF, c'est le rapport entre le nombre de neutrons après la fission sur le nombre de neutrons avant la fission. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça découle de la règle des 4 facteurs. C'est notre règle. Donc je vais juste un peu décrire la règle des 4 facteurs, mais on rentrera vraiment pas dans le détail. La règle des 4 facteurs est définie comme le K infini égale à epsilon PF nu. Ah non, 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 beaucoup trop vieux. Epsilon, c'est le facteur qui prend en compte les fissions générées par les neutrons rapides. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait quand même quelques fissions qui étaient faites par les neutrons rapides. P, c'est le facteur antitrape. Alors, le facteur antitrape, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le facteur qui va prendre en compte les neutrons rapides qui seront absorbés par des noyaux lors de son ralentissement, mais qui ne produiront pas de fission d'uranium-235. F, c'est le facteur d'utilisation thermique. Alors lui, en gros, c'est juste qu'il va prendre en compte la proportion de neutrons lents qui vont créer des fissions avec les noyaux du 5. Et nu va être le nombre de neutrons créés par fission. Bon, je vous l'accorde, c'est assez complexe, ça sert à rien d'entrer dans les détails. Si vous voulez plus d'informations, allez checker dans la barre de description, je vous mettrai plein de choses, mais on va rester vraiment en surface. Déjà, on a été un peu loin. Donc le KF, c'est l'outil qui va nous servir à savoir l'évolution de la population neutronique au sein de notre réacteur. Si la population est stable, c'est-à-dire que le nombre de neutrons produits est égal au nombre de neutrons qui ont servi à fissionner, le KF est égal à 1. Si on est supérieur à 1, ça veut dire qu'on produit plus de neutrons par rapport au nombre de neutrons utilisés. Et inversement, si on est inférieur à 1, ça veut dire qu'on ne produit pas assez de neutrons. Seulement le problème, c'est que vous, moi, tout le monde, c'est compliqué de comparer à 1. C'est plus facile de comparer à 0. Si c'est positif, ça veut dire que j'augmente ma population. Si c'est négatif, ça veut dire que je diminue ma population. Si c'est 0, ça veut dire qu'on est stable. Donc là, on va utiliser un petit outil mathématique assez simple. La réactivité ρ est égale à KF-1 sur KF. Et bien voilà, la réactivité va nous permettre, sur nos réacteurs, de savoir comment évolue notre population neutronique. Reste à savoir comment on contrôle notre réactivité. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre en commentaire une fois de plus les sujets que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Posez-moi la question que vous voulez et j'y répondrai. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Bien, bonjour mademoiselle, madame, monsieur, ici le postier. Donc nous on distribue surtout les vidéos, donc n'hésitez pas si vous voulez voir la vidéo d'avant. Et surtout à la poste, on aime bien quand on s'abonne, hein, parce que nous, travailler c'est compliqué, s'abonner c'est gratuit. Allez, bonne journée.